La démocratie, 1989, un mur tombe à Berlin. Tout le monde le sait. 1789, un mur est tombé à Paris. Qui le sait? Robert Darnton, le grand historien américain du XVIIIe siècle, avec qui j'ai le plaisir de faire cette émission, Robert Darnton, c'est tout ou presque de 1789. Mais il se trouve que Robert Darnton était à Berlin en 1989 lorsque le mur est tombé. Alors, Robert Darnton, la démocratie commence en détruisant les murs. Oui, pour ainsi dire. 1789, 1989, la symétrie est frappante. Les dates semblent parler d'elles-mêmes. Mais qu'expriment-elles? La chose n'est pas évidente du tout. Nous avons tendance peut-être à nous dire que ce sont 2 siècles qui ont vécu une période de la démocratie qui n'existe plus. Maintenant, les choses sont claires. Allons-y. En fait, j'estime pour ma part que la démocratie est une lutte continuelle. Mais parlons concrètement. 1789, il y avait un mur, le mur dit des fermiers généraux. C'était un mur érigé pour la perception des impôts et un mur qui étranglait en quelque sorte les Parisiens. Ils détestaient ce mur. Et juste après sa construction, un Parisien écrit un des graffitis les plus spirituels, les plus méchants de ce siècle où le peuple s'exprimait souvent en graffiti, en murmure, en bruit public. On trouve écrit au mur des fermiers généraux, le mur murant Paris, rend Paris murmurant. Donc c'était un mur très détesté et en fait un mur qui a déclenché une série d'émeutes. Mais ces émeutes, on les appelait au XVIIIe siècle des émotions populaires. C'est-à-dire que le peuple s'exprimait par la violence. Et c'est une violence qui va du mur des fermiers généraux à la Bastille. Donc le symbole central s'écroule. Et c'est la grande révolution française après laquelle le monde a effectivement changé. Il y avait un autre mur, 2 siècles plus tard, le mur qui était le symbole le plus important d'un monde divisé en 2 grandes armées prêts à s'anéantir mutuellement. Là aussi, il y avait des graffitis très spirituels, mais d'un côté seulement. Du côté ouest, du côté où on avait le droit d'écrire et de parler, pas du côté est, du côté où on était privé de liberté. Exactement. Donc les Berlinois de l'Est ne pouvaient pas faire des graffitis, ne pouvaient pas s'exprimer par des journaux librement, etc. Pourtant, un mouvement s'est déclenché qui était aussi une sorte d'émotion populaire, mais sans violence. En fait, l'émotion populaire, c'est-à-dire la volonté de se gérer lui-même, a gagné toute l'Allemagne de l'Est et a surtout commencé à Leipzig. Après le service de prière pour la paix, chaque lundi, les citoyens de Leipzig faisait une promenade autour de la ville en disant, en scandant « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. C'est très étonnant l'écho 200 ans après des premiers mots de la Constitution américaine. We the people. Nous, le peuple des États-Unis. Wir sind das Volk, nous sommes le peuple. Exactement. Donc cette idée de souveraineté populaire était aussi une émotion populaire partagée par beaucoup de gens qui n'étaient pas de philosophes, mais qui étaient de simples citoyens et qui insistaient qu'ils avaient le droit de gérer leurs propres affaires. Eh bien, cette émotion gagne aussi Berlin-Est
Et le 4 novembre, il y avait une manifestation gigantesque, presque 1 million d'Allemands qui pacifiquement exigeaient ce pouvoir. 5 jours après, c'était la chute du mur. Donc le symbole central de monde partagé est tombé et une nouvelle ère a commencé. Cela dit, il existe encore des murs à abattre, des murs réels, on pourrait dire la muraille de Chine, pour ce vaste empire encore bien loin de la démocratie. On pourrait dire aussi des murs invisibles. Des murs intérieurs où on constate l'existence néfaste du racisme, des préjugés contre les femmes, de toutes sortes de problèmes. Donc, la démocratie commence par ses capacités individuelles et collectives à briser les murs qui enchaînent la liberté. Mais la démocratie, Olivier Duhamel, c'est une chose qui se définit? D'abord, il y a des définitions politiques. Nous, en France, celle qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on pourrait appeler la démocratie majoritaire. C'est-à-dire, c'est le principe de majorité. Le pouvoir souverain n'appartient qu'au peuple. Et la France républicaine est l'incarnation de cette conception. Mais vous avez une deuxième définition politique qui est différente, qui est ce qu'on pourrait appeler non plus la démocratie majoritaire, mais la démocratie libérale. Non plus le principe de majorité, mais le principe de liberté. La chose importante dans cette conception, c'est que le pouvoir ne peut porter atteinte aux libertés d'une minorité. Et en effet, l'Amérique pluraliste est l'incarnation de cette conception. Et puis vous avez d'autres définitions qui se sont plutôt situées, même tout à fait situées, dans la sphère non plus politique, mais économique. Et par exemple, la définition marxiste de la démocratie, la conception marxiste qui a donné lieu ensuite à ce qu'on appelait les démocraties populaires, pour lequel le préalable, la condition d'une vraie démocratie, c'est la suppression de toute exploitation de classe. Et il faut savoir que pendant longtemps, même chez des professeurs de droit constitutionnel libéraux, occidentaux, on opposait les démocraties unanimistes de l'Est et puis les démocraties pluralistes de l'Ouest. On a mis longtemps à considérer, à admettre que ce type de régime ne méritait pas du tout le nom de démocratie, qu'il s'agissait en vérité de dérive dictatoriale ou totalitaire. Идут сыны трудового народа, достойные наследники боевой славы старших поколений защитников Родины. Dans une quatrième définition, on étend encore la conception de la démocratie. Une définition, on pourrait dire sociale, ou pour être plus large, sociétale. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le principe d'autonomie, le principe d'autogestion étendu partout, dans toute la société, dans toutes les sphères. Et là, disons que c'est quelque chose dont on ne trouve des expressions concrètes que dans ces émotions populaires, dans ces irruptions révolutionnaires que vous évoquiez, Robert Darnton. Malgré les appels à la discipline lancés par Alain Gesmar, les enragés n'hésiteraient pas à franchir le no man's land, séparant les manifestants des forces de l'ordre. Et puis enfin, dans une cinquième conception, on peut avoir un point de vue non pas interne, comment ça se passe le pouvoir politique dans une société, mais un point de vue international. Quelle est la politique de tel et tel État vis-à-vis des autres? Est-ce que c'est une politique agressive, militariste, impérialiste? Auquel cas on dira c'est antidémocratique. Ou est-ce que c'est une politique pacifiste, une politique qui respecte le droit? Auquel cas on dira qu'on a affaire à une politique démocratique. Alors on voit, nous avons là 5 critères différents. Si nous essayons de marier ces critères, on arrivera à des choses tout à fait surprenantes. On dira que les États-Unis sont dans le fond assez peu démocratiques, parce qu'ils ont eu longtemps une politique impériale. On dira que la Suisse est que moyennement démocratique, parce que du point de vue économique, elle est ultra-capitaliste, même si du point de vue institutionnel, elle est ultra-démocratique.
Bon, la France, on la situera plutôt aussi dans la bonne moyenne, mais peut-être pas au rang élevé qui devrait être le sien. Je crois surtout qu'on ne s'en sort pas si on combine ces critères. Je crois qu'on ne sait plus de quoi on parle. Je crois qu'on aboutit à l'idée un peu excessive et peut-être même dangereuse que la démocratie n'existe pas, n'existera jamais. C'est pas parce que la démocratie est inachevée qu'elle n'existe pas. Donc je pense qu'il faut qu'on en revienne à une définition politique. Il faut dire qu'on prend le problème dans l'ordre interne, dans chaque société, et que la démocratie est un principe politique, est d'abord une méthode d'attribution du pouvoir, une méthode de libre choix des gouvernants, de ceux qui commandent, par les gouvernés. Thank you for your nomination. I don't know if I can find a fancy way to say this, but I accept. Deuxième pilier de la démocratie, le respect, le développement des droits de l'homme. Et nous verrons que ces deux principes fondamentaux peuvent rentrer parfois en tension, en contradiction, et que c'est une des forces, mais une des difficultés de la démocratie que de savoir gérer ces contradictions. Parce que le troisième aspect, c'est que la démocratie admet, peut-être même cultive la contradiction, le conflit, la différence, et considère que ces conflits et ces différences doivent être traités par le débat, par la discussion. Je crois que dans les difficultés que nous avons rencontrées depuis notre arrivée au gouvernement, l'affaire du GATT a pesé très lourd. Et puis finalement, la confiance, ça ne se divise pas. On ne fait pas confiance pour le GATT et pas confiance pour le reste, ou confiance pour le reste et pas confiance pour le GATT. Mais la confiance, la gauche l'a refusée au Premier ministre. Les députés communistes comparant la négociation du GATT à une reddition, Laurent Fabius estimant pour les socialistes que le gouvernement avait mal négocié. Si Blair House 1 n'était pour nous pas acceptable, Blair House 2 que vous êtes en train de nous proposer n'est pas plus acceptable pour nous. UDF et RPR ont bien entendu massivement soutenu le gouvernement, mais avec des nuances. Ainsi, c'est un soutien mesuré que Valéry Giscard d'Estaing a apporté à Édouard Balladur. L'UDF ne peut pas dire que l'accord soit bon, puisque nous avons combattu l'accord de Blair House. Mais nous pouvons dire que le gouvernement l'a sensiblement amélioré. Liberté, le libre choix des gouvernants, égalité, chaque homme, chaque être humain a la même valeur, fraternité, nous nous respectons les uns les autres, nous construisons notre avenir dans un dialogue et une contradiction où nous dépassons nos désaccords ensemble. C'est très beau. J'aime beaucoup cette rhétorique très française où on trouve toujours 3 points. Les 3 grands principes, liberté, égalité, fraternité, mais aussi une façon de concevoir la démocratie. D'abord, la souveraineté du peuple, ensuite, les droits de l'homme, et troisièmement, problème de gérer les contradictions. Eh bien, il faut beaucoup d'attention, beaucoup de compétences, beaucoup d'émissions pour essayer de démêler ces contradictions et ces croisements, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Les définitions, c'est très beau, mais... Vous êtes quand même d'accord pour dire que quand on va faire 26 émissions sur la démocratie, il est normal qu'on commence par une définition. Je veux bien, mais remontons malgré tout à Athènes, puisque c'est là où les choses ont commencé, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une histoire à la fois très récente et très ancienne. C'est une histoire très ancienne puisque l'invention de la démocratie, comme nous le verrons d'ailleurs plus tard dans nos émissions, remonte il y a 2500 ans. Et c'est passé dans un moment très limité, sur 2 siècles et avec des interruptions, dans un espace très limité, la ville d'Athènes, 300 000 habitants, 30 000 citoyens seulement. Et pourtant, quelques principes et quelques pratiques fondamentales ont été inventés à cette époque. C'est l'âge fondateur de la loi, de ce que les Grecs appelaient nomos, c'est-à-dire que la source de l'ordre n'est pas
dans la volonté du despote, mais la source de l'ordre repose sur les lois de la cité. C'est l'invention de l'égalité de droit, qui est une notion constitutive de la démocratie, ce qu'ils appelaient isonomia. C'est l'invention de l'espace public, ce qu'ils appelaient agora, espace public, un terme qu'on entendra souvent dans nos émissions, qui signifie un lieu d'échange de paroles, un lieu de dialogue, et non pas une parole réservée à des spécialistes et dont le sens est donné par des prêtres. C'est eux qui inventeront des mécanismes démocratiques, l'ecclésia, l'assemblée des hommes libres, et même, enfin c'est un peu plus compliqué, mais amusons-nous un instant, le graphé paranomon, c'est l'idée qu'on puisse contester une décision publique si elle ne respecte pas le droit, que le droit s'impose à tout le monde, y compris aux autorités. Quand même, ce sont des inventions absolument prodigieuses, mais qu'on va mettre très 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 longtemps à retrouver. Mais entre la Grèce de l'Antiquité et la démocratie moderne, il y a un espace énorme. Et il faut se rappeler, bien sûr, qu'après la chute ou la conquête de la Grèce, après l'Empire romain, qu'il y avait un temps qu'on appelle parfois l'âge noir ou l'âge médiéval, qui semble un roman noir vu sous la perspective de la démocratie. En fait, me semble-t-il, pour cerner la démocratie moderne, il faut recommencer, je ne dis pas de zéro, puisque les Grecs ont inspiré la démocratie moderne. C'était un souvenir jamais oublié. Mais la modernité naît quand même avec la Renaissance, avec la Réforme. C'est Luther, c'est Calvin qui ont insisté que chaque individu pense pour lui-même et qu'il agit comme un citoyen finalement. Un chrétien citoyen. Et au XVIIe siècle, ça éclate. C'est l'explosion de la première révolution en Angleterre, 1640 jusqu'à 1660. Et ce qui a accompagné cette grande révolution qu'on ignore parfois aux États-Unis et en France, c'était toute une avalanche d'idées exprimées dans des pamphlets, dans des livres et aussi à haute voix dans des débats extraordinaires. Ensuite vient une deuxième révolution en Angleterre, la glorieuse de 1688, et les Lumières en France qui ont fourni le monde moderne de théories politiques beaucoup plus étoffées, plus profondes, et qui ont préparé, mais sans le savoir, la grande Révolution française. Les deux révolutions anglaises du XVIIe siècle ont donné à penser. Et les penseurs ne manquaient pas, surtout en France au XVIIIe siècle. C'est l'époque des Lumières. Les grands ténors de la philosophie politique, Montesquieu, Rousseau, etc., ont fourni les Français et le monde entier d'un arsenal des idées qu'on a utilisées dans deux révolutions. D'abord l'américaine, 1776, qui a culbuté tout un monde. C'était, si on veut, la première des guerres anticoloniales, mais en même temps une révolution considérable qui a constitué un nouveau pouvoir du peuple même, suivi très tôt par la grande révolution, la française. Nous allons en parler en détail dans nos émissions, mais bien sûr, avec la Révolution française, vous avez une révolution sociale qui s'est combinée avec un changement de régime politique. Donc, des phénomènes extraordinaires dans ce XVIIIe siècle qui était le siècle de nos deux peuples. Il y avait bien sûr d'autres peuples, mais deux révolutions sœurs ont, pour ainsi dire, fondé la démocratie ensemble au début du XIXe siècle. Oui, mais ce serait quand même une grande erreur de croire qu'il y a eu une espèce de première étoile grecque il y a 2500 ans, une longue nuit, et puis
la Révolution américaine, la Révolution française, et à la fin du XVIIIe siècle, l'avènement de la démocratie qui va progresser naturellement, linéairement et s'étendre partout. C'est pas du tout cela. Il va y avoir des avancées et des reculs. Il va y avoir d'abord beaucoup de pays qui ne connaîtront pas la démocratie. Il va y avoir au sein de ces deux grands pays fondateurs que sont l'Amérique et la France, une guerre civile aux États-Unis, le refus pendant longtemps d'admettre que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs. Il va y avoir en France la réaction napoléonienne. Il va y avoir après restauration monarchique. Il va y avoir ensuite une deuxième république, puis un deuxième empire, puis une troisième république. Je veux dire, il va y avoir des espèces d'allers-retours, d'avancées, de recul, qui montrent que la construction de la démocratie est une aventure tout à fait difficile, qui ne va pas de soi et qui n'est pas écrite par avance, qui n'est pas garantie. Et puis là, nous sommes dans une dernière phase de poussée, depuis l'effondrement de ce second mur dont parlait Robert Danton au début de l'émission, et confronté à de nouvelles contradictions, et c'est bien cela notre difficulté aujourd'hui. C'est donc une histoire compliquée et qui a engagé beaucoup de gens, de peuples, de nations. Pourquoi notre série sera-t-elle franco-américaine? Franco-américaine parce que c'est la France et ce sont les États-Unis d'Amérique qui, les premiers, ont lancé le grand mouvement démocratique par les deux révolutions accomplies à la fin du XVIIIe siècle. Et puis franco-américaine parce que les conceptions américaines et les conceptions françaises de la démocratie ne sont pas les mêmes. Et que ce croisement, cette confrontation des différences va apporter, je crois, beaucoup à chacun. Je dirais même vive la différence, parce que c'est assez ennuyeux si on est toujours d'accord sur tous les points. Il faut ouvrir un débat et ne pas simplement aboutir à des conclusions. Et alors nous avons poussé cette idée très loin, c'est-à-dire que nous avons choisi pour chacune des 25 émissions qui vont suivre d'avoir un intervenant, un auteur américain et un auteur français. Nous avons demandé à ces très grands esprits d'abord d'écrire un texte pour s'inscrire dans la construction. Et ça a donné lieu à un gros travail qui fait un volume très impressionnant. Et puis après, on leur a demandé d'oublier en quelque sorte ces textes pour s'adresser directement à chacun d'entre nous, pour résumer pour chacun d'entre nous les conclusions de ces années de recherche d'une façon simple et intelligible qui nous permettent d'avancer dans la compréhension de cet univers très riche qui est celui de la démocratie. Je pense que c'est là le défi, n'est-ce pas? Que le spécialiste s'adresse au grand public, aux citoyens normands, et réduit l'essentiel de sa pensée dans quelques minutes, simples mais profondes et télévisées. Et c'est ce qui permettra, du moins tel est notre espoir, que chacun, grâce à ces émissions, grâce à ces contributions, pas seulement ait une meilleure connaissance des idées, de l'histoire, des règles de la démocratie, mais que chacun soit plus fortement convaincu que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, que ce n'est pas quelque chose d'acquis, que ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que quelques personnes, et qu'en vérité, la démocratie est pleine de substance, qu'elle peut apporter pour le XXIe siècle un idéal fort dont chacun puisse s'emparer. Au fond des choses, derrière l'œuvre de connaissance, nous avons aussi cette ambition de, en quelque sorte, de réhabiliter l'idéal démocratique, de lui redonner sa force. Oui, puisque même s'il s'agit d'une élite scientifique qui prend la parole, la démocratie reste foncièrement, comme je l'ai dit, une émotion populaire, n'est-ce pas? Donc, l'affaire de tout le monde.